Bonjour, c'est la quatrième rencontre du Centre Sciences et Quêtes de Sens ici à Rabat. Et pour cette quatrième rencontre, nous allons d'abord entendre Stéphane Mallard. Stéphane, bonjour. Bonjour Jean Stone. Donc, vous aviez prévu l'arrivée de ChatGPT dès 2015, l'arrivée d'assistants personnels encore plus performants que ChatGPT, qui allait changer nos vies. Quelles sont vos prédictions actuelles et à quelle échéance vous les voyez se réaliser? Alors déjà, c'est vrai que j'avais annoncé l'arrivée de ChatGPT dès 2014 dans mes premières conférences. On me prenait pour un fou à l'époque, mais aujourd'hui ça a l'air beaucoup plus concret, ce que je racontais déjà à l'époque. Ce qui va se passer dans les prochains mois, les prochaines années, c'est que ce ChatGPT qui aujourd'hui est très spécialisé, que vous devez interroger, il va être de plus en plus général, c'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin de lui demander de faire des tâches une par une en précisant ce que vous voulez qu'il vous réponde. Vous pourrez lui demander un objectif global, il va être capable de le décomposer en petites étapes et ensuite de réaliser tout l'objectif par lui-même. Mais surtout, vous aurez de moins en moins besoin de l'utiliser puisque c'est lui qui va être à votre service. En gros, vous allez recevoir des notifications de votre assistant qui vous dira tiens, au fait, j'ai pensé à faire ceci ou faire cela pour toi, ou j'ai pensé que telle information était pertinente. Alors ça va être des choses banales comme évidemment la météo, la liste de courses, les vacances, la logistique de vie, toutes ces choses-là, la santé, mais ça peut être des choses aussi beaucoup plus profondes, stratégiques et impactantes pour chacun, comme tiens, j'ai pensé que tu devrais changer de job et d'ailleurs je t'ai trouvé ton prochain job et d'ailleurs c'est pile le profil qu'il cherche, on a vérifié entre algorithmes et puis si tu le souhaites je peux t'organiser un rendez-vous directement avec la personne responsable. Bref, on va aller sur des choses de plus en plus complexes avec ce type d'algorithme. Vous avez parlé de job, justement. Alors, l'impact sur le marché du travail, selon vous, est gigantesque. Vous pouvez le décrire un petit peu? Alors, ça fait presque 10 ans que j'explique qu'on va avoir un impact considérable de l'intelligence artificielle sur le marché du travail. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on vit le début de la fin du travail humain, puisqu'on est en train de transférer dans des algorithmes toute la puissance intellectuelle des humains, qui faisait qu'on avait encore une valeur ajoutée dans le monde du travail. Mais ce que j'explique, c'est que c'est une bonne nouvelle, puisqu'on travaille pour se débarrasser du travail, pour faire travailler les machines à notre place. Ça implique des challenges, puisqu'il va falloir qu'un business model de société où le travail humain n'est plus la norme. Mais surtout, ce qui est important de dire, et vraiment je me bats contre ça depuis plusieurs années, c'est de dire que l'intelligence artificielle, ça n'est pas qu'une question d'optimisation de toutes les tâches qui sont faites en entreprise, dans le monde du travail. C'est une question de ce que j'avais appelé disruption dans mon livre en 2018, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tâches qui vont devenir obsolètes parce qu'on déplace la valeur sur autre chose. Et alors, l'autre problème contre lequel je me bats en ce moment, c'est toute la démagogie qu'il y a dans le monde corporate, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas intérêt à vous dire que ça fait disparaître des emplois, alors que c'est vrai, mais je dis que c'est une bonne nouvelle. Il faut vraiment dire aux gens que c'est peut-être l'intelligence artificielle qui s'attaquera à la plus haute valeur ajoutée des tâches dans le monde du travail. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent aujourd'hui que l'intelligence artificielle va automatiser les tâches à faible valeur ajoutée pour que l'humain se concentre sur la haute valeur ajoutée. Ben moi, je pense que c'est exactement l'inverse. L'IA fait la haute valeur ajoutée et l'humain peut se concentrer sur les tâches humaines qui ne sont pas forcément celles où il y a plus de valeur ajoutée. Ça fait déjà longtemps que des gens comme Jérémy Rifkin ont annoncé la fin du travail. Pour l'instant, ce n'est toujours pas le cas. On ne voit pas encore des vagues massives de licenciements. Alors, vous allez me dire que ce sera dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans. C'est pour quand, cette fin du travail? Alors, déjà, Jérémy Rifkin commence à avoir raison dans les chiffres, puisqu'on commence à avoir des licenciements massifs. Certaines sociétés dans la tech, dans l'IA, ont Mhm. commencé à l'annoncer. Je pense que ça va être effectivement de plus en plus banal de voir des unes de la presse dans les mois à venir. Telle société se sépare de 20, 30, 40% de son staff parce qu'elle le remplace par de l'IA. Je crois que dans un premier temps, on fait disparaître le salariat, comme je l'ai écrit dans mon livre en 2018, pour des questions de structure économique. Le salariat est beaucoup plus rentable que le travail indépendant est Mhm. beaucoup plus rentable que le salariat. Mais dans un deuxième temps, peut-être la fin du travail humain. Ce qui est certain, c'est que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, parce qu'il y a quand même une force qui lutte contre ça, qui est l'inertie des humains, la culture, les rigidités économiques. En gros, même si vous pouvez mettre de l'IA demain et vous séparez de 80-90% du staff dans une entreprise, personne n'a intérêt à ce que ce soit brutal, donc les changements se font progressivement, surtout dans les sociétés occidentales. Alors, expliquez-nous pourquoi, après des années, des siècles de salariat, maintenant, pour vous, les individus les plus performants seront des plateformes et pas des salariés, des plateformes avec multi-clients. Alors, c'est pas exactement les plateformes, mais auront besoin de travailler sur des plateformes pour avoir des jobs. En fait, c'est très simple. Le salariat est né il y a une centaine d'années pour des questions de coûts de structure économique. C'était plus rentable d'avoir des salariés que d'aller chercher des travailleurs indépendants. Ce qui se passe, c'est que le numérique, comme l'a expliqué Benjamin Rifkin, mais pas que,
fait baisser les coûts de structure, les coûts de production de tout ce qu'on produit à des niveaux extrêmement faibles. Lui, il parlait de coût marginal zéro, pour expliquer que l'unité supplémentaire produite coûtait quasiment rien avec toutes les économies d'échelle, la productivité, la tech, etc. Et ben en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec le numérique, comme on fait baisser toute cette structure de coûts, les gens ont intérêt à sortir de la structure de coûts du salariat, de l'entreprise, avec toutes ces structures inefficaces de coûts, et à récupérer une partie de ces coûts dans la rémunération. Et donc les gens, pour qu'il existe une demande dans leur job, ont intérêt à se mettre à leur compte et à facturer, à vendre leur force de travail, non plus à un employeur, mais à des clients. Et ensuite peuvent récupérer plus de valeur. Et donc il y a un incitatif énorme à ce que les gens les plus compétents sortent du salariat. C'est un énorme tabou, parce que ça veut aussi dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer de continuer à se cacher dans le salariat, entre guillemets. D'un autre côté, les entreprises commencent à le remarquer, et les actionnaires commencent à dire non, non, cette fois-ci stop, commencer à contractualiser avec l'extérieur, commencer à fluidifier la structure. Et du coup, je pense qu'on est en train de basculer sur des structures avec de moins en moins de salariés et de plus en plus de technologies. Vous avez même dit à une conférence que j'ai entendue qu'on pourrait avoir une seule personne à la tête d'une entreprise avec les bons logiciels, qui soit une entreprise cotée à 1 milliard de dollars, ou plus, ou 100 milliards de dollars, je crois. Alors, c'est pas moi qui le dis, je citais Sam Altman qui disait dans une Ah oui. interview récente, donc patron d'OpenAI, qui disait qu'avec tous les bouleversements qu'on connaissait avec l'IA aujourd'hui, on pourrait avoir la première billion-dollar compagnie sans salarié, juste un type et son algorithme. Parce que l'algorithme, parce que le capital, donc l'algorithme aujourd'hui, peut créer toute la valeur. Mais ça va quand même faire des bouleversements énormes dans la société. Vous dites c'est une bonne nouvelle. Moi, je vois quand même la possibilité de drames, de révoltes, de gilets jaunes, comme on a connu en France, puissance 10, face à ces bouleversements, non? Certainement, mais avant de voir tout ça, moi je vois aussi toute la valeur que ça crée pour l'humanité, toutes les maladies qu'on va guérir, toutes les vies qu'on va sauver avec les voitures autonomes, toute la valeur que ces assistants intelligents vont créer à tous les niveaux, dans tous les secteurs, dans chaque moindre recoin de tous les aspects de nos vies. Mais effectivement, en contrepartie, il y a des nouveaux challenges. Moi je fais partie de ceux qui pensent que ces challenges sont plutôt intéressants, qu'on a de la chance de les vivre à notre époque. Mais oui, il va y avoir à un moment besoin de redistribuer une partie de la valeur créée par les machines. Pourquoi qu'on finisse tous comme des gilets jaunes? Parce que le risque, vous citez les gilets jaunes, c'est qu'on soit tous quelque part les gilets jaunes des machines à un moment, puisqu'on ne pourra pas lutter contre l'intelligence des machines à un certain moment. Notre intelligence est beaucoup plus faible qu'on pense. En fait, cette réflexion sur les machines, l'intelligence artificielle, ça nous pousse dans nos retranchements à réfléchir sur la nature de l'être humain. Pour vous, la nature de l'être humain est quand même quelque chose de relativement basé sur le calcul, donc sur des algorithmes, mais c'est peut-être un pari sur la nature de l'être humain. Il n'est peut-être pas sûr que vous ayez raison. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il n'y a pas dans l'être humain d'autres dimensions que celles qui seraient atteignables par le calcul, c'est-à-dire par des algorithmes d'intelligence artificielle très élaborés? Alors, je reste ouvert à ce qu'il y ait d'autres possibilités d'explication, mais je considère que l'humain est un algorithme issu du ce que j'appelle le master algorithme, qui est le darwinisme, l'essai-erreur, variation-sélection, qui fait émerger ce qui fonctionne et ce qui est adapté à son environnement. C'est une hypothèse qui doit être vérifiée. Je crois qu'il y a beaucoup d'éléments en faveur de ces hypothèses, c'est pour ça que je penche plutôt sur ce scénario. Mais plus je regarde le fonctionnement des algorithmes, notamment des modèles de langage, et plus j'ai l'impression que ce qu'on manipule dans la société, et même en tant qu'être humain, ça repose sur une logique algorithmique, que tout est algorithme. Nos comportements, nos choix, nos décisions, de nombreux aspects de la société, en tout cas, répondent à une logique algorithmique et que les machines sont en train de nous montrer. Et vous pensez aussi que le virtuel va prendre beaucoup d'importance, qu'il y a des gens qui vont peut-être fuir le réel, Oui. un peu comme dans Matrix, pour habiter le virtuel. Vous pouvez Oui. nous en parler? Alors, ma conviction, c'est que les technologies sont de plus en plus puissantes et jouent avec nos cerveaux, parce qu'elles nous connaissent parfaitement, elles savent exactement quoi nous mettre sous les yeux. Et effectivement, on va rentrer dans une ère où le virtuel, déjà, va se confondre avec le réel, donc on ne fera plus la différence entre le réel et le virtuel. Mais le virtuel sera tellement stimulant par rapport à nos vies, qu'on appelle réel, qu'on préférera sûrement le virtuel, c'est déjà le cas aujourd'hui. Il suffit de voir les gens dans le métro avec leur smartphone. Mais surtout, philosophiquement, ce que je rappelle aux gens, c'est que on n'est jamais dans le monde réel. Ce qu'avait dit Schopenhauer, on n'est que dans une représentation du réel qui n'existe que dans notre esprit et que chacun se crée. Donc la première chose à expliquer aux gens, c'est que le réel n'existe pas, il est toujours subjectif et il est toujours une représentation mentale d'événements captés par nos sens, etc.
Et alors, pour terminer, vous êtes connu pour avoir des contacts à haut niveau avec Google, Meta, Facebook, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qui se prépare actuellement? Est-ce que vous avez le droit de nous dire quelques petites révélations là-dessus? Alors, c'est pas un secret pour ceux qui suivent l'actualité sur ces sujets, mais les géants du numérique sont en concurrence exacerbée en ce moment pour développer l'AGI, donc la première intelligence artificielle générale capable de tout faire, c'est-à-dire manipuler toutes les spécialités, les concepts, etc. Donc faire tout ce qu'on fait avec nos cerveaux, mais en mélangeant la puissance de tous les cerveaux de la planète, de pouvoir ensuite, une fois qu'elle atteint ce niveau-là, s'améliorer à une vitesse exponentielle, en apprenant par elle-même à un rythme plus important que celui de l'humain. Et l'étape d'après, qui est ce qu'on appelle en littérature l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire la conscience artificielle, c'est-à-dire des machines conscientes d'elles-mêmes, capables de décider de leurs propres désirs, de leurs propres choix, en plus d'être capables de les réaliser grâce à leur capacité qu'on appelle l'IA aujourd'hui. Alors ça, c'est ChatGPT 6 ou ChatGPT 18? Ça dépend. Sam Altman avait soi-disant appelé ça Q étoile. Je veux dire, c'est le prochain logiciel ou c'est dans X années? C'est ça ma question. Vous avez plusieurs thèses en ce moment. Vous avez des gens qui vous disent que les modèles de langue actuels, qui ne sont que des modèles statistiques, ne seront pas suffisants. Il faudra une représentation 3D du réel, etc., pour aller sur un petit peu la manière d'apprendre les lois de la physique d'un être humain. Et puis vous avez une autre école en face, les gens de ChatGPT notamment, mais pas que, qui disent non, c'est qu'une histoire de puissance de calcul. Plus on met de puissance de calcul et de données dans les modèles d'entraînement dans l'entraînement des modèles de langue, plus on commence à avoir des machines qui raisonnent. C'est ça la beauté de l'intelligence artificielle. Au début, ça ne fait que prédire des choses banales, quel mot vient après tel autre, mais plus vous montez le modèle, plus ça résonne de manière conceptuelle, un peu comme le fait un humain qui fait une dissertation ou qui manipule des concepts philosophiques. Donc pour vous, les machines vont raisonner comme des êtres humains? Moi, je suis plutôt dans ce camp. Je fais partie de ceux qui pensent, alors c'est une hypothèse et une intuition très forte, que comme je le disais, toutes nos fonctions sont algorithmiques et que plus on met de capacité de calcul, plus on tend vers le fonctionnement de ces algorithmes, et le faire par des machines nous montrera que c'est ce que nous sommes, nous aussi, les humains. Donc c'est bien une question fondamentale. Cette réflexion sur l'IA nous pose aussi la question de qui sommes-nous réellement. Absolument. Est-ce que nous sommes des algorithmes ou autre chose? Merci Stéphane Malin. Merci Jean Stone.